Alors bonjour tout le monde, merci d'être là aux conférences de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel sur la plateforme Zoom pour une énième rencontre thématique. Le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'amitié véritable? Une réflexion intuitive, improvisée, organique sur la notion d'amitié en se basant bien sûr sur Platon et Aristote pour donner quelques fondements au niveau de l'histoire des idées. Merci à tous et à toutes d'être là. Mathieu Martel avec vous, professeur de philosophie au collégial depuis 2008, conférencier, auteur, esprit libre d'abord, bien sûr. Pour cette rencontre qui portera sur l'amitié, merci de vous avoir inscrit à cette rencontre. Il y en aura une prochaine que vous allez recevoir, bien sûr, l'invitation. Dans l'enregistrement que vous allez aussi recevoir un peu plus tard. Sachez que toutes nos rencontres sont disponibles par la suite sur YouTube gratuitement. Alors, la question de l'amitié, une question importante, une question de tentative de définition. Qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un ami véritable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'oppose à l'amitié? Hein? Est-ce qu'on parlera ici dans ce sens d'inimitié, d'ennemi? Mais aujourd'hui, on va essayer de faire un cheminement, se poser des questions, le véritable ami ou quelles sont les caractéristiques fondamentales de l'ami? Dans l'histoire de la philo, on a des affirmations qui ont circulé dans l'Antiquité, comme les deux suivantes. Aristote qui nous a dit que avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis. Donc, intéressant. Il y a aussi un adage pythagoricien qui s'est retrouvé dans le Lysis de Platon, qui est un dialogue qui porte sur la quête de définition, la recherche de définition quant à l'amitié. Donc, je vous invite à lire le Lysis. Mais tantôt, je ferai référence, bien sûr, aussi au dialogue initiatique de l'Académie de Platon, de sa naissance jusqu'à la fermeture, donc pendant plus de 800 ans, le dialogue initiatique pour découvrir Platon. C'est bien sûr l'Alcibiade. Je ferai des références aussi à l'Alcibiade de Platon. Et pour Aristote, je m'inspirerai bien sûr de ce qu'on a de ces notes, ben, de l'éthique à Eudème et l'éthique à Nicomaque, qui sont les textes où Aristote se penche sur la notion d'amitié. Je tenterai de faire ressortir quelques éléments fondamentaux. Alors, si Aristote a dit que avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis, on verra pourquoi tantôt. Hein, c'est une énigme. À travers cette citation, ben, les pythagoriciens ont véhiculé aussi un autre adage qui est celui-ci, hein, en grec, koina ta philon, entre amis, tout est commun, qui est repris dans le Lysis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a beaucoup. Je vous laisse un petit peu en suspens avec ces deux citations-là, hein. Entre amis, tout est commun. Mais est-ce qu'on peut tout partager avec un ami? Est-ce qu'on se doit de tout partager? Et qu'est-ce qu'on entend par tout est commun en amitié? Et du côté d'Aristote, lorsqu'il dit de façon énigmatique ou suggérée de façon implicite, avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis. C'est lui qui disait que les amis se comptent sur les doigts d'une seule main ou peut-être de deux mains. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire le véritable ami, l'ami de notre essence ou l'ami de manière essentielle. Quel est-il? Et même, qui est-il? Revenons d'abord avec la notion de philosophie dans lequel le terme amitié, en grec philia, se retrouve. Hein? Philosophia, philosophe, philosophia, donc c'est d'abord basé sur la racine philein, qui est philos, hein, qui est l'ami. Mais qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un ami?
Si le philosophe ou la philosophe, c'est l'ami de la sagesse, c'est qu'il tend, qu'il la désire, qu'il la recherche à la fois le savoir, un savoir certain, et à la fois la sagesse, c'est-à-dire la bonne manière de vivre ou la recherche du bien. Ce qui est intéressant en philosophie, c'est que les deux intéressent celui ou celle qui est en quête de philosophie à la fois la recherche du savoir et à la fois la recherche du bien. Cette définition-là, on va la retrouver chez Platon. Étant donné que Platon, c'est le maître d'Aristote, on peut commencer peut-être avec Platon. Donc, je me suis fait un plan général, mais allons-y avec Platon. Toute la théorie de Platon est basée sur le désir comme manque, qui fait en sorte que nous recherchons ce qui nous manque. C'est un peu le moteur de la vie, hein? Et nous recherchons ce qui nous manque, mais davantage chez Platon, nous recherchons la compréhension de ce qui est. C'est une recherche. Donc, l'être humain est un être de désir, mais aussi de compréhension. Et l'ami pour Platon, vous voyez que le dialogue d'Ulysse, là, on dit que c'est un dialogue, il va s'interroger à cette question-là sur l'amitié dans l'Ulysse. Je n'ai pas lu récemment, mais je peux vous ramener quelques points pour vous expliquer que c'est un dialogue qu'on appelle aporétique. Donc, c'est Socrate qui discute avec plusieurs interlocuteurs, se demandant l'amitié est fondée sur quoi? Quelles sont les caractéristiques de l'amitié? C'est une question qu'on peut encore se poser aujourd'hui. Puis je crois que c'est une question qui est encore importante parce que c'est une tentative de recherche de sens et de définition. Donc, dans le dialogue, Socrate va échanger avec des interlocuteurs. Il va tenter de trouver le fondement ou le principe à la base de l'amitié. Puis, dans un dialogue aporétique, ce qui se passe, c'est que on échange en dialoguant entre Socrate et ses différents interlocuteurs, notamment ici avec le personnage du dialogue qui est le Lysis. Mais dans un dialogue aporétique, on n'arrive pas, à la fin du dialogue, à conclure d'une définition qui va s'avérer juste ou unanime entre nos deux interlocuteurs. Mais l'important du dialogue chez Platon, c'est cette quête, cette recherche de sens, à travers un échange qu'on appelle un échange dialogique ou dialectique. Hein? Socrate, c'est celui qui ne sait rien, donc c'est celui qui pose les questions, dans le but de tenter de savoir, d'interroger, puis va un peu euh, remettre en question les propos de son interlocuteur. Alors, chez Platon, ce qui est important, l'amitié est vue comment? Est-ce qu'on peut, même si le dialogue d'Ulysse, même si le dialogue aboutit sur une aporie, qu'est-ce que c'est qu'une aporie? C'est-à-dire une impasse, n'aboutit pas à une réponse claire, nette et précise concernant ce qu'est l'amitié, on peut quand même, à travers des études qui portent sur le lysis ou quoi que ce soit, voir qu'il y a quelque chose qui demeure, qui reste chez Platon, qui est important. Des éléments qui sont importants, comme l'amitié, c'est d'abord euh, une recherche qu'on fait en commun. Donc, c'est des individus qui vont échanger. Ce qui est important qu'on peut retenir chez Platon concernant l'Isis, c'est cette recherche de, à travers la discussion, l'échange dialogique fait partie d'une part, qui fait partie essentiellement de l'amitié. Mais la recherche est orientée vers deux éléments. La recherche de la vérité, d'une part,
et la recherche du bien. Donc, c'est une quête qui se vit à travers, je cherchais mon mot là, je croyais à travers l'échange, à travers le dialogue, à travers la discussion, mais est-ce que je le trouve ici, mon terme? Je trouve pas encore mon synonyme. Peut-être que vous allez pouvoir me le partager tantôt dans la période de commentaires et de questions. Et c'est Nietzsche reviendra avec ça, même au niveau amoureux. Plus tard, dira, ben, ce qui compte, oui, c'est la conversation. Entre amis, chez Platon, ce qui est important, c'est la conversation, mais orientée vers cette recherche du bien, cette recherche de la vérité. Ce qu'il fera dire à Socrate dans l'Alcibiade. Donc, Socrate s'entretient avec Alcibiade, qui est un jeune homme bien né, de belle apparence, qui veut gouverner. On sait ce qui va arriver avec Alcibiade, justement, ça. Si vous voulez faire vos recherches sur le personnage Alcibiade, on sait qu'Alcibiade va même changer de camp, aller chez les Spartiates, etc. Mais Socrate dit à la fin du dialogue, Alcibiade, il dit à Alcibiade, je continuerai à te prodiguer mon amour tant que, c'est drôle, c'est conditionnel, tant que ton âme tendra, la partie de ton âme qui est supérieure, je vais ouvrir une parenthèse dans quelques instants là-dessus, tant que la partie supérieure de ton âme tendra vers le meilleur. Je vais contextualiser. Donc, on a l'illustration, là, ici, entre Socrate qui dialogue avec Alcibiade. Il dit, je continuerai à t'aimer tant que ton âme s'orientera vers le meilleur. Et là, on va ouvrir la parenthèse avec une notion chez les Grecs qui est la notion d'excellence, de vertu. Attention, non pas au sens chrétien, au sens grec. La vertu, arrêtée au sens grec, c'est le développement des qualités morales qu'on peut associer à l'excellence. Et chez les philosophes grecs, je vais vous laisser avec quelques vertus qu'on peut associer à l'excellence, qu'on retrouve ça même chez les stoïciens, chez Xénophon, Aristote, Platon, vertus cardinales que sont la sagesse, la justice, le courage, la maîtrise de soi, la tempérance, etc. Aristote va nous dire qu'il faut s'entraîner, à l'instar de Xénophon, qu'on peut perdre la vertu, on peut la perdre, qu'il faut s'entraîner à l'acquérir, pour l'acquérir et, bien sûr, pratiquer cette vertu pour la conserver. Et Aristote insistera sur la notion d'habitude. L'action liée à l'habitude va nous aider à conserver ces vertus. Donc, on ne peut pas juste être courageux intellectuellement et en intention. On peut être très bon à définir le courage, très bon à nommer des actes courageux, très bon à distinguer le courage de la lâcheté versus la témérité, mais qui ne pratique pas le courage ne peut pas se dire courageux. Alors, je reviens à notre Platon dans l'Alcibiade, où il est dit, Socrate dit à Alcibiade, tant que ton âme, la partie supérieure de ton âme, qui est la partie réflexive, tant que cette partie-là tendra vers le meilleur, je continuerai à t'aimer. Et là, bon, Socrate dit à Alcibiade, ben, je continuerai à être ton ami.
peut-être dans le sens de philia, justement ici. Hein, Aristote est un peu plus large concernant la notion de philia. On a ici la philia, sentiment d'amitié, d'affection, d'amour, hein, que prend un individu, non, attendez là, je vais juste laisser rentrer une auditrice avec nous. Je vais revenir à la notion de philia avec Aristote, ici, hein, parce qu'on parle de philia aujourd'hui, on parle d'amitié. Sentiment d'amitié, d'amour, d'affection qui touche un individu qui tente de sortir de lui-même pour aller à la rencontre de l'autre. Ben, Socrate, quand Socrate dit à Alcibiade, je continuerai à t'aimer, c'est au sens de philia, tant que ton âme ira vers le meilleur. Fait que ce qui est important chez Platon, c'est la quête de la vérité, la quête du bien, bien sûr, et l'ami, c'est celui avec qui on converse et celui avec qui on tente de connaître le bien et la vérité. C'est une quête de connaissance. Je tomberai pas ici dans la nomenclature ou l'appellation d'amour platonique, mais je vais plutôt dire c'est que le désir est orienté vers la connaissance, le savoir et la pratique du bien chez Platon concernant l'amitié. On veut se dépasser en ce sens. Mais aujourd'hui, je voulais davantage parler d'Aristote, mais je vais aussi vous poser des questions que vous allez retenir. Hein, on va pas oublier ça. Écoutez, c'est comme plus un cours aujourd'hui, mais bon, on continue. Euh, alors, les questions qu'on veut se poser, tentez de réfléchir à ça, peut-être qu'on va pouvoir partager ça à la fin. Quelles sont les caractéristiques fondamentales de l'ami? Bref, qu'est-ce qu'un ami? D'autre part, on peut se poser la question, y a-t-il des limites concernant l'amitié? Est-ce qu'il y a des limites? On a parlé d'un adage tantôt pythagoricien qui disait que c'est une espèce d'idéal, là. Entre amis, tout est commun. Croyez-vous qu'on doit tout partager entre amis? L'adage grec, là, on nous dit que l'adage grec est une espèce de fusion au niveau de une communion idéale au niveau de la pensée et des sentiments. Il faudrait, entre amis, être capable de tout partager, tout se dire, sans conserver de jardins secrets ou de parts intimes, d'éléments qui seraient simplement euh, propres à nous. Est-ce qu'on peut, est-ce que l'amitié doit comporter des limites? Oui ou non, on pourra en parler tantôt dans la discussion, et je pourrais vous fournir des arguments. Allons-y avec Aristote. Je reviens, j'ai parlé un petit peu de Platon. Le but de cette conférence est de vous faire réfléchir, bien sûr. À la fois chez Platon et chez Aristote, dans la réflexion sur l'amitié, chez Aristote, vous pouvez aller chercher le livre L'éthique à Nicomaque, l'éthique à Eudème, et chez Platon, le Lysis ou l'Alcibiade. Chez les deux auteurs se sont posé la question suivante. Hey, l'ami, là, est-ce que c'est celui qui nous ressemble? Est-ce que c'est celui qui nous complète? L'ami, est-ce que c'est notre opposé? Bref, que nous allons chercher des éléments euh, qui ne sont pas propres à nous, mais qui, au contact de ceux-ci, ben, on puisse apprendre, on puisse se compléter, etc. Ça, c'est présent dans le dialogue qui s'intitule le Lysis, et Aristote aussi revient, étant donné que c'est l'élève de Platon, va revenir avec ces éléments. Est-ce qu'on peut considérer que l'ami, c'est seulement celui qui nous ressemble ou c'est plutôt celui qui nous complète? Ben, dans le dialogue, comme chez Aristote, ça ne sera pas retenu. Allons-y avec Aristote. Aristote va définir trois types d'amis. Trois types d'amis. Trois genres d'amitié. Il ne peut pas se décliner en une définition générale. Il y a trois types, mais il y a un niveau supérieur
qui est aussi lié à la vision de Platon. Commençons avec le niveau supérieur. Il dit qu'en étant il faut, c'est drôle, c'est une condition. Pour comprendre les niveaux inférieurs, chez Aristote, il faut comprendre le niveau supérieur, qui est l'amitié vertueuse. L'amitié selon la vertu. Je vous ai parlé un petit peu de la vertu tantôt. Acquisition de qualités morales, dignes de l'excellence, et basée bien sûr sur le principe réflexif, à la fois chez Platon et chez Aristote, mais se définissant la vertu de manière différente chez Platon et Aristote. Pour comprendre le dialogue qui porte sur la vertu, chez Aristote, il faut aller lire le Ménon. La grosse question du Ménon, est-ce que la vertu s'acquiert par la pratique, l'expérience ou se connaît? C'est encore un dialogue aporétique où on n'aboutira pas à une conclusion, mais c'est une quête de sens. Mais revenons à notre Aristote. Alors, la vertu. Pour Aristote, l'amour vertueux, je vais vous décliner des caractéristiques. On peut résumer ça ici. Être aimé pour soi-même, attention là, soi-même, soi-même. Il se cache quelque chose derrière le soi-même lui-même pour, pas sa personnalité. Être aimé pour soi-même, je m'excuse, j'ai de la misère à me lire ici, là. Je vais revenir tantôt avec la définition. Donc, l'amour selon la vertu, être aimé pour soi-même, mais ça va impliquer des éléments. Il y a l'amitié selon, excusez, l'amitié selon l'utilité ou le plaisir. Bon, tout de suite, l'amitié et le plaisir, c'est de second niveau pour Aristote. Il fait simplement dire que des amitiés qui sont basées sur l'utilité, des amitiés qui sont basées sur le plaisir, mais l'amitié suprême qui permet de comprendre les deux autres, c'est l'amitié vertueuse. Je vais tenter de vous la définir. Mais il va soulever des éléments. Il y a une des conditions qui est profonde à toute amitié, c'est la réciprocité. L'importance de la réciprocité. On sait qu'il y a des amours non réciproques, mais il n'y a peu d'y avoir d'amitié s'il n'y a pas réciprocité. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Je vais y arriver dans quelques instants, mais je vais juste soulever ça. Il nous dira aussi par ailleurs que la bienveillance, ce n'est pas de la réciprocité. Être bienveillant envers quelqu'un, c'est le commencement de la réciprocité, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse parler de réciprocité. Je vais aboutir avec la réciprocité, je vais éclairer cette notion dans quelques instants, mais laissez-moi un peu avancer à ce sujet-là. Donc ça, c'est intéressant. Sans réciprocité, pas d'amitié. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce qu'on entend par réciprocité? Je pense que je vais être capable de répondre à cette question-là en abordant l'amour selon l'amitié, je dis, parce qu'en philia, en grec, là, philia, l'amour selon, l'amitié selon la vertu. Qu'est-ce qu'on entend par une amitié vertueuse? Au sens grec, au sens aristotélicien, ben, une amitié qui est fondée sur des valeurs communes et une similitude de caractère. Mhm. Et c'était ça que je cherchais tantôt. Être aimé pour soi-même, pour son caractère, mais encore faut-il que les deux amis tendent à la fois vers le bien, aient en commun des principes communs, des valeurs profondes communes. Ça, c'est l'amitié selon la vertu. On nous dit de ce type d'amitié-là, premièrement, qu'à long terme, c'est une amitié qui est durable, plus stable.
où il y a de la confiance qui va naître. Hein? Donc, ça se vérifie sur le long terme. Donc, les coups de foudre amicaux, là, ça, c'est le début. Il peut y avoir un coup de foudre amical, mais si on se fie à Aristote et son adage une hirondelle ne fait pas le printemps, il va falloir attendre. Ça se vérifie dans le temps. L'amitié, selon la vertu, est quelque chose qui est aussi rare. Hein? On se rappellera qu'à la fin de l'éthique de Spinoza, le chemin de la sagesse est un chemin ardu, difficile et rare. Donc, on a des philosophes ici qui sont en quelque sorte élitistes. Euh, et j'ai de la misère à me lire, ça va mal, mes affaires. Oui, dans l'amitié vertu, il y a aussi ce qui va aider à la réciprocité, c'est bien sûr, premièrement, la disponibilité des amis. Ils doivent être quand même disponibles l'un pour l'autre. Une certaine forme de pratique d'assiduité. Hein? Est-ce qu'on est capable de se voir? On ne peut pas se dire ami si on est incapable de se rencontrer. Et, et aujourd'hui, imaginez là, aujourd'hui, c'est tellement difficile de donner rendez-vous à quelqu'un et d'être là au rendez-vous. Ça, c'est le b.a.-ba de toute forme de relation. Se donner un rendez-vous, être là au rendez-vous, être à l'heure, à temps au rendez-vous. Alors, dans l'amitié vertueuse, qui est une amitié rare, on parle ici aussi de partage. C'est une amitié qui se vit dans l'expérience. Et qui dit expérience, va falloir se rencontrer. Va falloir être capable d'une certaine intimité. Et là, ici, je dois sûrement déduire que l'intimité est basée sur un partage minimal de conversation. Oui, minimal de conversation, qui est propre à Platon, sûrement propre à Aristote, mais on va aller plus loin que ça chez Aristote. L'ami, pour Aristote, est un autre soi-même. Mais Aristote nous dit qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. Il faut aussi, écoutez, apprendre à se connaître soi-même et être ami de soi-même. Je dirais aujourd'hui que ça serait peut-être être prendre soin de soi-même. Être ami de soi-même, c'est être capable de se demander, mais c'est la question fondamentale peut-être de Spinoza, hein? C'est se poser la question, qui suis-je et de quoi ai-je besoin? Comment puis-je être ami de moi-même? Si on n'est pas capable d'être ami de soi-même, on peut être en conflit avec soi-même. Ce qu'il faudra dire à Spinoza, c'est se faire du mal, être en conflit avec soi-même, ne pas être cohérent. Alors, pour Aristote, l'ami est un autre soi-même. Donc, on veut à la fois, il va nous pousser à vouloir connaître autrui, mais cela va aussi impliquer à se connaître soi-même. Donc, et c'est grâce au contact d'échange avec autrui qu'on apprend en dialoguant, là, grâce à la médiation de l'autre. Et ça, c'est présent chez Platon dans l'Alcibiade. L'autre est un miroir. Ça nous aide à nous voir, par la présence de l'autre, ça nous apprend à réfléchir sur l'autre, mais aussi sur nous, apprendre à nous connaître et apprendre à la connaître l'autre. Ça, ce n'est pas exclu de la relation amicale, à la fois chez Platon et chez Aristote. C'est très important. Bref, c'est basé sur la connaissance. Et là, vous allez tomber en bas de vos chaises. Parce que là, on parle d'un niveau.
On n'est pas juste dans l'autre est là pour répondre à mes besoins, là. Et ça, on va retrouver ça dans les autres types d'amitié dont je vais parler dans quelques instants. L'autre n'est pas simplement, ce n'est pas une relation qui est basée sur l'utilité et l'agréable. Ça, c'est les niveaux qu'Aristote va dire, c'est des amitiés d'ordre accidentel et non pas d'ordre essentiel. L'utile et l'agréable. L'amitié vertueuse est à un autre niveau. Il y a un idéal là-dedans. Il y a une quête idéale, qu'on soit chez Platon ou chez Aristote. Merci tout le monde d'être là. Aujourd'hui, écoutez, je ne suis pas un docteur en philosophie qui a fait une thèse sur l'amitié chez Platon et Aristote. Je fais que relever des éléments, mais il y a des études plus poussées, plus profondes. Je veux nous donner le goût à réfléchir, à savoir, à se poser soi-même pour sa propre vie, mais qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce que l'amitié profonde? Parce que nous avons, tu sais, on pourrait décliner ça avec d'autres, en utilisant un autre vocabulaire. Nous avons des gens qui sont des connaissances, d'autres des collègues, des cousins, cousines, nous avons des parents. Mais l'ami, lui, j'ai déjà entendu dire, ma fille, c'est ma meilleure amie. Est-ce possible? Est-ce possible? C'est des questions qui peuvent venir nous chercher. Je continue. Donc, allons-y. OK. Pour Aristote, l'amitié, je vais revenir tantôt à l'amitié agréable de second niveau et utile. Mais l'amitié, c'est une activité pour Aristote. L'amitié, c'est une activité. Le sujet, c'est quoi? Hypokaimenon en grec. Le sujet est un être actif. C'est quoi? Se réjouir de notre ami. Se réjouir pour lui. Se réjouir en sa compagnie. Se réjouir de partager avec lui. Se réjouir de discuter avec lui. On n'est pas dans l'ordre de la passivité. C'est vouloir aussi le bien de l'autre, être content pour lui. Donc, je m'excuse, mais les gens qui sont en compétition, là, il y en a qui sont en compétition. Oui, même nos amis, là, des fois, sont en compétition contre nous. Pour Aristote et Platon, ou par Aristote, ce n'est pas digne de l'ami, être en compétition. Donc, être ami, c'est se réjouir, c'est une activité, c'est vouloir le bien de l'autre, que l'autre aussi se réalise. Et c'est et là, au sujet de, c'est aimer autrui, mais c'est aussi se réjouir au niveau des vertus. Et là, c'est un peu, comment je peux dire ça? Admettons que ton ami t'appelle pour des conseils et que tu as un peu de sagesse en toi, tu pratiques la sagesse, etc., ben, tu peux, comment dire, te réjouir toi-même d'être celui qui éclaire au niveau de la sagesse autrui. Et là, tu veux que ton ami progresse au niveau de la sagesse, mais tu sais, bon, tu es sans prétention, c'est une sagesse, nous sommes en quête de sagesse, etc. Elle n'est pas acquise. Et pratiquer la sagesse, c'est être ami aussi, parce que tu éclaires ton ami comment dire, en montrant que tu es en quête de sagesse et il te pose certaines questions, tu l'éclaires. Tu es content que ton ami soit en quête de sagesse et tu es content, toi, de pratiquer, d'éclairer ton ami à partir de certaines vertus que tu as développées. Et lui, tantôt, va t'éclairer de ses vertus, de ses réflexions. Donc, l'amitié, ce n'est pas simplement attendre après autrui. Ça ne peut pas être ça pour Aristote. L'ami, ce n'est pas celui qui va simplement être là pour vous déménager, pour être l'épaule
qui va vous accueillir, hein, parce que on doit aussi devenir actif en amitié. On ne peut pas être celui qui demande, qui attend, qui quémande. Donc là, il veut Aristote qu'on sorte du rôle de passivité, mais qu'on devienne actif pour autrui. Alors, deux problèmes liés à l'amitié. L'amitié, ce n'est pas juste une disposition. J'ai le potentiel d'être un ami pour quelqu'un. J'ai des qualités amicales, mais non, non, c'est une pratique. C'est une pratique. Il y a deux problèmes qui peuvent être problématiques, deux problèmes liés à l'amitié. La distance. Je ne crois pas à l'amitié à distance, au sens où, certes, aujourd'hui, on a des moyens de communication qui permettent le contact, mais une amitié non entretenue n'est pas une amitié et un manque de disponibilité non plus. Donc, l'amitié n'est pas simplement un état, une disposition, une qualité morale. L'amitié doit être pratiquée par la présence, par l'intimité et la disponibilité. Je continue. Et je vais garder vos questions pour la fin. Je continue, puis je vais revenir avec les deux autres types d'amitié, mais je voulais pousser. Alors, Aristote nous dit, l'homme de bien ou la femme de bien sait ce qu'il doit faire. D'abord, il va s'occuper de sa propre vie. Et pour s'occuper de soi, de sa propre vie, pour être ami de soi-même. Et là, tout de suite, Aristote va dire, lâchez-moi avec l'égoïsme. Quelqu'un qui est ami de soi-même, qui prend soin de lui, n'est pas un égoïste. Attention. Et là, je vais en choquer plusieurs dans quelques instants parce que l'expression qu'utilise Aristote, pour ceux qui n'arriveront pas à nuancer son propos, certains vont tomber à terre. L'homme ou la femme de bien sait ce qu'il doit faire, s'occupe de lui-même, prend soin de lui-même, s'occupe de ses affaires d'abord. S'il sait, c'est qu'il a réfléchi à ce qui est important. Et Aristote va parler ici, il vit une vie selon selon une vie de principe. Ça, c'est toute cette quête de connaissance. Il pratique la pensée. Il réfléchit. Et là, je ne veux pas ouvrir une parenthèse sur agir et vivre selon des principes profonds. Aristote aura ses principes, Platon aussi, mais c'est vivre non pas une vie simplement basée sur les sens, sur les émotions, sur l'air du temps, sur suivre la masse, la foule, mais c'est une vie orientée vers un agir qui est basé sur des principes profonds. Et l'ami, justement, veut devenir l'homme de bien ou la femme de bien, c'est-à-dire de vivre une amitié qui est l'amitié vertueuse, qui est l'amitié suprême. Et comme dit Aristote, c'est pas facile, c'est pas donné à tous, c'est un chemin difficile, ardu, qui demande de l'effort, du temps. Et je vous rappelle à notre énigme de tantôt, pour ceux qui sont arrivés en retard, là, qui sont arrivés à leur heure, avoir beaucoup d'amis, ce n'est point avoir d'amis, c'est n'avoir point d'amis. 5 doigts de la main ou 10 doigts des deux mains. L'amitié virtueuse, peut-être rarissime, là. Et vous, êtes-vous dans l'amitié virtueuse ou vous êtes dans l'amitié utilitaire ou agréable? Allons maintenant investiguer cela, mais avant le tout, si Aristote nous propose une amitié excellente, l'amitié excellent n'est pas un être égoïste parce qu'il prend soin de lui et qu'il est ami de lui-même, parce qu'il veut être aussi ami d'autrui. Il n'est pas mu par les passions, par les aléas de la vie, la température, etc. Aristote nous dit qu'il est ami de soi, philautos, malistos.
Il s'aime grandement lui-même. Car attention, il ne s'aime pas exclusivement lui-même. Il s'aime grandement, de manière excellente. Il est capable de dire non à autrui, de mettre ses limites, etc. Et de savoir ce qui est bon pour lui, ce qui doit être priorisé, car il vit au niveau des principes, au niveau de la pensée, nous dit Aristote. Donc, il s'aime grandement, mais pas exclusivement, parce qu'il a la rencontre avec autrui pour Aristote, c'est le début de la communauté, c'est le début de la société, etc. Et on veut développer des liens amicaux, c'est nécessaire. Ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre sur nous-mêmes, sur autrui, etc. Mais je ne vais pas déborder ce cadre-là, parce que ça mène sur un cadre politique de la communauté. Et simplement retenir que l'égoïste, c'est celui qui ne pense qu'à lui-même, exclusivement et strictement à lui-même. Et là, on pourrait tomber ici dans les types d'amitié inférieures qui existent selon Aristote. Revenons à ces types d'amitié et je vais terminer plus tard avec les limites à l'amitié qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'on a un idéal grec qui nous a dit au début de la rencontre. Les pythagoriciens aimaient bien à soulever un adage, koina ta philon, entre amis tout est commun, mais je crois pas que ça puisse être idéal de fusion, de la pensée, des sentiments, tout partager entre amis. Je crois pas que ça puisse tenir la route aujourd'hui. On va soulever certains problèmes à cet adage, mais je vais y aller avec, terminer avec, justement, l'amitié utile et agréable. C'est tellement génial parce que ça va nous permettre de nous poser nous-mêmes des questions. Avons-nous développé des amitiés utiles et agréables, qui est pour Aristote un niveau inférieur? Car le niveau supérieur, l'amitié vertueuse, c'est la pensée qui est liée, où il y a unification du désir et de la raison. Et dans l'amitié utile et agréable, ben, on n'est pas nécessairement au niveau de la raison, parce qu'on partage avec autrui ce qui est agréable de partager. Donc, des exemples, je vais aller faire la fête avec un tel, parce qu'il aime la musique et l'alcool, et qu'on aime avoir du plaisir ensemble. Donc ça, c'est de l'ordre de l'agréable. Mais, si à un moment donné, il se peut que ces amitiés-là cessent parce que il peut y avoir des conflits qui vont naître, etc. On peut se lasser aussi à répéter certaines activités et c'est de l'ordre hédonistique, hein. C'est avoir du plaisir, c'est de l'ordre de l'agréable et on sait que l'agréable peut cesser ou on peut tomber dans l'excès aussi au niveau de l'agréable. Alors, il nous dit que c'est une amitié d'ordre qui est plus accidentelle, plus fragile, qui est de l'ordre aussi de l'entente. De l'entente. Du contrat lorsqu'on parle d'utilité, d'un aspect mercantile. Et là, il dit que les opposés se retrouvent. Fait que, mettons que quelqu'un a besoin d'argent et l'autre est un entrepreneur. Il dit, bon, mais tu vas travailler pour moi. Je vais te donner, je vais te donner, bon, l'entrepreneur a besoin d'une part d'ouvriers et je vais te payer un certain montant. Donc ici, Aristote nous dit que les opposés se rencontrent, hein. Prenons, ce sont des relations inéquitables où un a besoin de l'autre. D'où la nomenclature de relations basée sur l'aspect utile. Les opposés se rencontrent bien. Donc, celui qui n'a pas d'argent va être content de travailler pour quelqu'un qui a des comptes, qui est capable de donner des contrats, qui possède de l'argent. Et celui qui est organisateur de sa compagnie de construction, par exemple, va être content de trouver des ouvriers qui cherchent de l'emploi
qui sont en besoin. Ça peut fonctionner un temps. Mais là, on est de l'ordre, pour Aristote, ça ne peut que durer qu'un temps. Et il y a beaucoup, quelquefois, d'insatisfaction dans ces rapports-là, mercantiles. Ça va amener beaucoup de mécontentement, quelquefois, de la part et d'autre. On n'est pas dans l'ordre d'apprécier autrui pour son caractère et ses principes, c'est autre chose. On est dans l'ordre de l'échange, ici, au niveau de l'utilité. Et voilà. Fait que ça, c'est les positions d'Aristote que je ne vais pas développer davantage, mais il va catégoriser les types d'amitié selon trois niveaux que je vous ai présentés. Bon, là, on va se poser quelques questions. On va déborder d'Aristote, etc. C'est un exercice que je fais faire souvent à mes élèves. Vous prenez la relation amoureuse, romantique par exemple, et l'amitié. Et tentez de voir s'il n'y a pas des... Quels sont les éléments qui recoupent, des éléments qui sont présents, les caractéristiques qui sont présentes, si on tentait de définir l'amitié versus l'amour. Il y a peut-être des éléments, je vous demande peut-être de faire l'exercice, qui reviennent. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans la relation amoureuse romantique, par exemple? Je sais qu'il y a plusieurs types de relations. Et dans l'amitié. Et vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas recouper ces deux concepts-là? Certains vont vouloir même amener un troisième concept. Et si les jeunes vont véhiculer cette expression amitié avec avantage, là, on est de l'ordre de la relation amicale avec de l'agréable et de l'utilitaire, mais sans des éléments qui seraient présents au niveau peut-être de la relation amoureuse romantique. Et là, je vais soulever les points, mettons, d'intimité physique, d'intimité psychologique, de vie à proximité. Hein, donc, par exemple, ceux qui vont aller vivre ensemble suite au développement d'une relation amoureuse vont vivre de l'intimité physique journellement, par exemple, et vont partager une intimité psychologique, physique, etc. Et, et l'ami peut être loin de nous, mais il peut demeurer ami. Et l'ami, peut-être qu'on partage certains éléments avec l'ami qu'on ne partagera pas dans la relation amoureuse. Fait que ça nous pousse à nous poser des questions. Et une autre question qu'on peut se poser, donc la première, cette question-là, c'est quelles sont les différences et les similitudes, dis-je, entre la relation amicale et amoureuse, romantique, y a-t-il des similitudes, des distinctions? On peut faire cet exercice-là, mais on peut aussi aujourd'hui, parce que quelquefois on arrive à, comment dire, à des croisées des chemins au niveau de l'amitié. Il y a des conflits au niveau de l'amitié, des difficultés, etc. On peut en arriver à se poser la question, peut-être que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'un ami véritable? Et on pourrait y aller avec quelques caractéristiques. Je ramène le critère important qu'on a chez Platon de la conversation. Et qui dit conversation dit écoute, dit dialogue de part et d'autre, dit curiosité, désir de comprendre. Alors, l'ami n'est pas celui ou celle avec qui on fait simplement raconter nos problèmes, n'est pas simplement une oreille attentive qui ne nous juge pas. S'il y a conversation comme critère principal chez Platon dans l'amitié, cela implique d'autres éléments, l'écoute, la curiosité, le désir de comprendre, le désir, comme Aristote, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre la personnalité, les valeurs. Donc, c'est un processus, il y a un sous-jacent à tout cela. Dans le principe de conversation, il y a un processus de compréhension de soi et d'autrui. C'est ce que je retiens, notamment chez Platon.
Alors, ça peut nous arriver à un certain moment de notre vie, on va bientôt passer dans quelques minutes aux questions, commentaires, etc. On peut se demander, mais dans mon amitié idéale ou dans l'amitié véritable, quels sont pour moi les critères fondamentaux et est-ce que je les vis? Parce qu'on peut se dire avec cet ami-ci, c'est possible de partager cela, avec cet autre, c'est impossible. Mais est-ce que ça se peut que certains critères se retrouvent chez une personne et là, on pourra dire en fin de compte, il s'agit d'un ami vertueux ou d'un meilleur ami ou d'un ami de mon essence. Est-ce que c'est possible? Puis la question d'Aristote est bonne. Peut-on avoir plusieurs amis? Hein, et on a ce phénomène-là avec les réseaux sociaux. 5000 amis sur des réseaux sociaux, sont-ils des amis ou des êtres qu'on a croisés une fois? Posons-nous la question, qu'est-ce qu'un ami de notre essence? Allons-y maintenant, terminons avec, je vais critiquer l'aspect de l'adage grec pythagoricien qui a circulé dans le Lysis de Platon, qui dit entre amis, tout est commun. Je crois pas que c'est possible de tout dire à un ami, de tout partager. C'est un idéal communautaire. On sait que si ça vient de Pythagore, c'est celui qui a fondé sa secte philosophique au sud de l'Italie, à Crotone. On peut comprendre que dans une communauté spirituelle, philosophique, il y a des aspects de partage commun. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut tout partager? Hein? A-t-on besoin de tout raconter? Il y a des jeunes qui vantent la transparence, qui veulent partager à quiconque qu'ils rencontrent, qu'ils se disent, je suis un être transparent, je dis tout. Est-ce une bonne chose que de tout dire, même à son ami? Et est-ce que c'est vrai que tout est commun si nos désirs varient, si nos besoins fondamentaux et nos désirs varient? Il n'y a pas tout le temps nécessairement une symétrie dans nos désirs et dans nos besoins. Et concernant la disponibilité, hein, pensez à cela. Ceux qui sont amis avec des gens qui ont des jeunes enfants, les gens qui s'occupent de jeunes enfants ne sont pas toujours disponibles, ne pourront pas être à votre diapason à ce niveau-là. Et au niveau du don, une autre problématique, si on est là pour autrui en ami, pour aider autrui, pour l'assister, lui rendre service, quelquefois, ce n'est pas toujours équitable, égalitaire et réciproque. Hein. Donc, ça peut créer des problèmes et ça peut montrer que cet adage-là, que tout est commun, tout est équitable, ne fonctionne pas toujours. Alors voilà, merci d'avoir été présent à cette réflexion libre autour du thème de l'amitié, tentant de bien sûr vous faire réfléchir. Cela m'a fait beaucoup réfléchir après avoir lu un bel article sur l'éthique, sur l'amitié chez Aristote et avoir fait quelques lectures d'un niveau simple chez Platon. Merci à tous et à toutes. On se reverra très bientôt pour une autre conférence Zoom. Alors, je vous salue. À la prochaine et on passe aux questions pour les auditeurs en direct. Merci tout le monde.